Madame, bonjour. Monsieur, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Vous vous souvenez, c'est Droit de réponse. Votre magazine qui questionne toutes les semaines le traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. Et cette semaine, je vous propose 3 escales sur des sujets qui ont plus ou moins intéressé la presse locale surtout. Il s'agit de cette campagne contre les églises dites réveillées du rapport 2011 de la Chambre des comptes de la Cour suprême et de l'intervention militaire en Syrie. Justement, pour cette dernière préoccupation, qu'est-ce qui justifie une fois de plus le recul de la presse camerounaise? Si le sujet a fait couler l'encre de la presse internationale, ce n'est pas le cas pour des journaux camerounais. Très peu sont revenus sur cette cause dans laquelle on note une remarquable chute de l'enthousiasme des pays occidentaux face à l'annonce d'une intervention militaire en Syrie, malgré la détermination jusqu'ici des États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel la plume ne s'est pas attardée. On peut également remarquer que le rapport 2011 de la Chambre des comptes, qui épingle la gestion comptable de la SOPECAM notamment, n'a pas non plus attiré l'attention des journaux cette semaine. Pourquoi les chiffres dérangent-ils la presse camerounaise? Assurément pas, parce qu'on va le voir, le quotidien Le Messager interroge le sort des recommandations que fait la Chambre des comptes. L'institution est-elle à l'étroit? Cache-t-elle sa frustration née de l'usage que les pouvoirs publics font de ces recommandations? Voici enfin le sujet qui a fait les choux gras de la presse cette semaine. C'est cette campagne engagée contre les églises dites réveillées. Faut-il croire en une cabale contre la liberté de culte, comme le suggère en lecture des journaux étrangers? Le quotidien La Nouvelle Expression, comme beaucoup d'autres encore, y a consacré tout un dossier. Seulement, est-on suffisamment renseigné jusqu'ici à travers le rendu que la presse a fait cette semaine sur les véritables mobiles de la fermeture de ces églises? Madame, Monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons d'aborder avec vous cette semaine, mais surtout avec nos panélistes, un panel tout à fait composite. Pour l'instant, sur le plateau, nous avons Ebenezer Pépé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commissaire divisionnaire, membre fondateur d'une église dite réveillée, membre du comité de sages, si on peut l'appeler ainsi, institué cette semaine par le préfet du département du Vouré pour l'assainissement de ce secteur dans le département. C'est exact. Alors, quelles sont les missions qui vous ont assignées, du moins les plus importantes? Bon, pour le moment, la commission n'a pas encore commencé à fonctionner. Il appartient à son président, qui est Monsieur le Préfet, de définir les axes vers lesquels nous allons travailler. Donc, nous attendons, il y a la mise en place de la commission qui est en train de s'opérer. Et je crois que lorsque cette mise en place va terminer, et je pense que selon Monsieur le Préfet, c'est urgent, parce que le problème nécessite aussi une solution urgente. Vous êtes quand même au courant qu'en attendant que cette commission commence à travailler, certaines églises qui avaient été fermées rouvrent leurs portes. Oui, c'est la volonté des pouvoirs publics d'affirmer justement sa position qui est contraire à celle édictée ou alors ce que les médias, surtout les médias étrangers, ont essayé de faire croire. C'est-à-dire faire croire que les pouvoirs publics veulent museler la liberté de culte au Cameroun. Dans tous les cas, nous allons y revenir. Luther André Meka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes enseignant et chercheur. Vous avez abondamment travaillé sur la question des églises dites de réveil. Oui, j'ai essayé de questionner le phénomène social, puisque vous le savez, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement un phénomène camerounais. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai certainement eu raison d'être avant-gardiste pour questionner, peut-être pas le sacré, mais les pratiques et les doctrines qui sont inculquées aux fidèles, aux esprits et âmes camerounaises. Vous avez le sentiment que c'est à cause de ces dérapages que cette campagne est engagée? Je suis tout à fait certain qu'il y a des dérapages, mais nous n'allons pas mettre tout le monde dans le même paquet, puisqu'il y a des pasteurs qui font du bon travail, qui suivent la parole de Dieu pour être un peu ecclésiastique. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de pratiques qui se sont infiltrées dans l'Église et qui ont apporté ce que certains pasteurs même appellent le fouet de Dieu, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de pouvoir rationaliser le milieu et de l'organiser de telle enseigne que ce soit un milieu sain, un milieu où, n'est-ce pas, le Camerounais peut être en relation avec Dieu. On y revient tout à l'heure. Camille Nélé, bonjour, vous êtes journaliste d'investigation.
Oui, bonjour Fénelon. Effectivement, je suis journaliste d'investigation, mais je suis aussi un très grand chercheur en matière de religion parce que... Voilà, merci de nous prêter de votre science tout à l'heure. Nous aurons également sur ce plateau Raymond Gabriel Seké, qui est un acteur de la société civile qui suit de très près la question des églises dites réveillées. Nous aurons également le docteur Dikoumé Mbonjo, qui est expert comptable, directeur délégué de l'ONECA, qui est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Également sur ce plateau, le docteur Ariel Nietedem, qui est spécialiste des finances publiques. Madame, Monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, voici la revue de presse telle qu'elle est signée de Sandrine Yamga. Bonjour. Bonjour Fénelon, bonjour à tous. C'est bien au lendemain des cultes dimanche dernier, Cameroun Tribune, dans sa parution du lundi 26 août, publie en intégralité la mise au point du gouvernement au sujet de la fermeture des églises dites clandestines. Des explications données par le porte-parole du gouvernement font savoir que l'opération engagée à travers le territoire national est destinée à faire respecter la réglementation. Il n'y a pas de croisade contre les églises dites de réveil, affirme Issa Chiroma Bakari, qui parle plutôt d'assainissement des lieux de culte accusés de troubles à l'ordre public. La nouvelle expression a quant à elle tenté de faire des révélations sur la guerre contre les églises réveillées. Pour ce quotidien, le combat lancé contre les sectes met en évidence de vastes ramifications qui vont au-delà du triangle national. Et dans ces colonnes, la nouvelle expression donne la parole aux pasteurs de ces églises qui y voient une opération politique et même un péché. Mutation analyse la stratégie du gouvernement après que des médias étrangers ont affirmé que la fermeture des églises de réveil viserait à embastiller des ministres de culte et propriétaires de ces églises de plus en plus critiques au goût du pouvoir dictatorial. Une menace qui pèse sur la sécurité de l'État, note le quotidien Mutation. Dans la ville de Douala, la nouvelle expression affirme que le préfet du département du Vouri a mis sur pied un comité pour réguler dans ce secteur, débusquer les églises coupables de troubles, bref, séparer le bon gré de l'ivraie. Le journal Le Mutation a tout de même fait savoir que le gouvernement a affirmé vouloir mettre fin au désordre. Et il y a certainement eu du désordre à la Sopecam, puisque le messager nous fait savoir que Jacques Famendongo, Pierre Mokokombonjo et Marie-Claire Nana sont épinglés par la Chambre des comptes. Dans son rapport, cette juridiction chargée de juger la comptabilité publique parle d'irrégularité sur les opérations de dépenses à la société de presse et d'édition du Cameroun entre 2004 et 2005. Elle dit regretter des allocations de frais de carburant évalués à 500 000 francs CFA par mois, pour soit 12 millions et 500 000 francs CFA pour une année pour Moukoko Mbonjo et Jacques Famendongo. Le messager, quant à lui, revenu et a appelé, appelé le manager de la Sopecam à s'expliquer sur des marchés de gré à gré passés sur près de 5 millions de francs CFA au lieu de procéder à des appels d'offres. Pour ce qui est de la situation en Syrie, peu de journaux se sont intéressés à l'actualité. Seul le quotidien Le Jour, Cameroun Tribune et le Messager ont quelquefois évoqué l'actualité syrienne. Ce dernier quotidien relayait notamment la position du Maroc sur la crise en Syrie et le roi Mohamed VI qui appelait au bombardement et surtout à la chute de Bachar al-Assad. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon dimanche et à dimanche, Fénelon. Merci Sandrine Yamga. Madame, Monsieur, je vous propose donc la première escale de cette émission. C'est autour de la question des églises de réveil contre lesquelles une campagne d'assainissement est engagée depuis plusieurs jours par les pouvoirs publics. Ebenezer Pépé, les autorités administratives imposent le sommeil aux églises réveillées. Ça, c'est un titre du quotidien La Nouvelle Expression. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sied à cet engagement des pouvoirs publics? Le thème campagne d'assainissement ou alors cabale ou encore croisade contre les églises réveillées? Bon, je n'adhère à aucun de ces mots que je trouve un peu gros. Parce que les pouvoirs publics n'ont aucun intérêt à museler les églises ou à les fermer. Mais vous savez, toute activité qui regroupe des personnes, des individus, doit être normalement suivie. Et ça, c'est le rôle des autorités administratives. Et chaque fois qu'on peut faire un constat d'une dérive, il va de soi que l'autorité administrative va tout de suite réguler. En ce qui concerne les églises dites de réveil, beaucoup d'années sont quand même passées où il n'y avait pas de réaction. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que date
la loi de 90. Il y a 23 ans de cela que cette loi a été prise. Et depuis 23 ans, il y a des églises qui fonctionnent et qui ne sont pas autorisées. Je prends le cas du mien. Nous sommes là depuis à peu près... Vous êtes dans la clandestinité? Oui, nous sommes là depuis 17 ans. Nous fonctionnons depuis 17 ans. Notre dossier est déposé depuis 11 ans. Si les pouvoirs publics nous ont laissé fonctionner, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. Il faut reconnaître que si aujourd'hui, il y a ce réveil de la part de l'autorité administrative, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi je crois que ce qu'il faut, c'est de retrouver ce pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Lorsque nous allons découvrir cela, et que tout le monde adhère à cela, je crois que les gens vont, et les églises, et les pouvoirs publics, chacun va prendre une position. Kamidele, puisque nous restons dans le questionnement du traitement de cette actualité par la presse cette semaine, je posais encore la question à l'entame de ce lancement. Est-ce qu'il faut parler de campagne ou alors de croisade? On note que les termes sont manipulés différemment, du moins selon qu'on a affaire à la presse publique ou encore à la presse privée. Dans les deux cas, la presse a dit certainement ce qu'elle a laissé ressortir, ce qu'elle ressentait, parce que ce qu'elle avait comme interprétation. Mais ce que je peux dire, c'est que la décision des pouvoirs publics de réguler justement ces églises dites de réveil, pour moi, était quelque chose d'absolument nécessaire, mais qui arrive un peu tard. Qui arrive un peu tard parce que depuis 23 ans, on a vu au Cameroun proliférer l'activité des églises qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désordre. Et le désordre, moi, je ne le vois pas uniquement dans le sens de ces églises qui doivent être en règle sur le plan administratif, mais qui doivent plutôt être en règle avec les missions d'évangélisation. Parce que ce que l'on note dans beaucoup de ces églises, c'est une sorte de mystification permanente, c'est une sorte de crétinisation des populations qui fait qu'il faut absolument qu'il y ait un grand travail de recherche et de conditionnement pour que les pouvoirs publics puissent savoir que telle église remplit ses missions d'évangélisation et telle autre pas. Et je me félicite qu'aujourd'hui, dans ce comité, dans cette commission que vient d'instituer le préfet, on retrouve le commissaire divisionnaire Pépé Bénézer, qui évolue dans la clandestinité. Qui évolue dans la clandestinité. Mais il l'a reconnu. Moi, je pense qu'en le reconnaissant, c'est parce qu'il estime que ça... Est-ce que ce n'est pas antinomique qu'on retienne des gens qui sont dans la clandestinité pour assainir un secteur? Moi, je pense certainement que le préfet a dû le mettre dans cette commission à cause de ses grandes qualités d'investigateur, parce que les gens toute la ville de Douala connaît le commissaire divisionnaire Pépé comme l'un des plus grands flics de ce pays. Il a été commissaire de la PJ, il a été chef de service provincial. Oui. Allons-y. Je voulais donc dire que... vous n'êtes pas dans le secret de la mémoire de l'autorité administrative qui a désigné tellement d'autres membres. Non, mais je pense que sa connaissance de la ville et sa connaissance même du domaine lui permettront certainement à cette commission de travailler avec un peu plus d'assurance. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà du souci de réglementer et de mettre ces églises au pas, il y a une autre mission qui est, pour moi, à mon sens, beaucoup plus importante, c'est celle d'essayer de regarder quelles sont les églises qui font un travail évangélique et quelles sont les églises qui s'enrichissent et tondent les fidèles. André Luther Mika. Non, moi, en tant que chercheur, il faut que les Camerounais le sachent. Les églises de réveil n'ont pas 23 ans au Cameroun, ils ont près de 50 ans. Et je le dis toujours, parce qu'il faut le savoir, l'existence de l'église de réveil date depuis 1958. Et de 1958, 60 à 71, il y a 6 églises de réveil qui ont été légalisées. Donc, c'est un phénomène qui date depuis avant les indépendances. Alors, là vient donc la question. Il y a déjà un pluralisme des religions depuis 1958 avec 2 apôtres qui sont les pionniers de l'église pentecôtiste. Il s'agit de l'apôtre Zié Samuel Ombaker et l'apôtre André Mbassi Mongole. Et ces églises se sont fait légaliser. La première église qui a été légalisée, c'est l'Assemblée chrétienne témoin du Christ en 1960. Et il y a des églises comme Worldwide Mission, comme le Plein Évangile, comme l'église du Christ qui ont été légalisées avant, n'est-ce pas, 1990. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement qui fonctionnait. Donc, si aujourd'hui, dès les années 90, il y a un dérapage, c'est effectivement parce qu'il y a eu un laisser-aller, où il y a eu une implantation
des églises. Et le véritable problème que j'ai posé dans ma recherche, c'est la permissivité qu'il y a à devenir pasteur. C'est ça le problème, parce que quand on devient pasteur, il faut qu'il y ait une sorte d'éducation, d'abord théologique, une sorte d'éducation de la gouvernance, parce qu'il faudrait savoir que l'Église n'est pas seulement faite comme une église spirituelle telle que le conçoivent les pentecôtistes, parce que les pentecôtistes ne conçoivent pas l'église comme des bâtisses, comme des temples, mais comme un rassemblement de personnes convoquées par Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir que leurs chapelles ne sont pas des temples, ce sont des camps, des habitations. Donc le véritable problème revient donc là. Il y a un problème sur le plan de la gouvernance. Et j'ai un problème avec ce comité, parce qu'on ne peut pas faire un comité avec des pasteurs. Excusez-moi de le dire, parce que vous ne pouvez pas être juge et parti. Il faudrait que dans ce Cameroun, qu'on se ressource à l'expertise. Il faudrait que ce soit des chercheurs qui connaissent l'histoire des religions, qui connaissent la doctrine de la religion, pour que le travail... un appel de pied. Pour que le travail... Non, ce n'est pas un appel de pied. C'est pas un appel de pied. Dans les pays européens, lorsqu'il y a un problème qui s'oppose, on appelle l'expertise, que ce soit dans la finance, que ce soit dans les religions, que ce soit, n'est-ce pas, dans la communication. Alors, donc, vous ne pouvez pas mettre des pasteurs... Je reste avec vous, André Luther Meka. Comment est-ce que vous comprenez que ce thème de croisade contre le phénomène des églises dites de réveil dérange les pouvoirs publics? Parce qu'on a noté dans la sortie du ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui a redouté le fait que des médias étrangers aient traité cet engagement des pouvoirs publics comme étant une croisade, non seulement contre le phénomène des églises réveillées, mais aussi une croisade contre la liberté de culte. Il y a la liberté de culte qui doit être respectée, mais il y a aussi le respect des lois. Ça veut dire que lorsque vous vous installez, il faudrait que vous soyez permis, vous soyez autorisé. Et pour les églises, l'autorisation est signée par le chef de l'État. La loi sur les associations, la loi 90/053 du 9 décembre, est même permissive. Est-ce que vous savez que l'article 22 dit que définir l'association religieuse comme tout regroupement de personnes physiques qui a vocation à rendre hommage à une divinité. Ça veut dire que moi, je peux décider que le bois ou le python est une divinité et je l'honore. C'est la liberté de culte. C'est la liberté de culte. Donc, il faudrait que l'État soit... Qui s'accommode du respect de la réglementation en vigueur. De la réglementation en vigueur, mais également d'interroger les doctrines et les pratiques qui sont dans ces églises-là. Le livre que je vais écrire dans les prochaines années va donner des informations exclusives sur la pratique... Bon, on n'en est pas encore là. Ebenezer Pépé, vous aviez une précision à faire. Oui, je crois que tout à l'heure, lorsque j'ai dit que je fonctionne dans une église qui n'est pas autorisée, je voudrais être sincère devant mon pays et surtout devant Dieu qui nous appelle, qui est la source de notre appel. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut rechercher pourquoi il y a aujourd'hui une pluralité d'églises, surtout dans le mouvement pentecôtiste, parce que je voudrais rappeler que le pentecôtisme n'est pas une religion. C'est un mouvement au sein du protestantisme qui est une branche de la religion chrétienne. Tout à fait. Donc, je voudrais dire que non seulement la loi est permissive, mais elle est même liberticide. Je m'explique. Lorsque vous voulez garantir une liberté et vous, en même temps, vous créez une situation, quelle qu'elle soit, qui ne permettent pas qu'on aboutisse rapidement à fonctionner. Je prends le cas d'une église qui introduit un dossier et qui doit attendre 12 ans. Pendant 12 ans, cette église fonctionne sans qu'on lui dise si oui ou non tu dois fonctionner. Et ça, c'est pourquoi. Pourquoi je parle de liberticide? Le texte, cette loi, ne donne pas à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire, du pouvoir de réglementer, un délai, comme il est fait pour les associations à caractère déclaratif. Parce que pour les associations à caractère déclaratif, il est dit qu'au bout d'un délai de 30 jours, si l'autorité ne réagit pas, votre reconnaissance est tacite. Alors que ici, le silence est total. Et il y a un dicton qui dit qu'il ne dit rien consent. Tout à fait. Alors ça a permis justement que tout le monde saute et les gens... Donc cet élément que j'appelle, n'est-ce pas, en plus de ce que le docteur a dit, en ce qui concerne la... André Luther Meka. Ce que Meka a dit, ce que le chercheur Meka a dit,
il y a une permissivité, mais il y a aussi c'est aussi une loi liberticide. Alors, la loi est permissive et liberticide. J'emprunte à M. Pépé et Bénézer. Est-ce que c'est une excuse qui vaut? Est-ce que cette excuse peut-elle expliquer l'anarchie dans le secteur? Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde. Il faudrait reconnaître une chose. Quand on parle de la loi, parlant des églises de réveil, ça veut dire qu'on est perdu. Perdu pourquoi? Parce que quand on parle des églises de réveil, on parle du christianisme. Et le christianisme a des règles qui sont dans la Bible. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un enfant de Christ soit en dessous de la loi, parce que la loi est faite pour des débauchés, pour des impies. Vous pouvez le retrouver dans le livre de Galates. Qu'est-ce qui est clair? Ce qui est clair, c'est que la loi, c'est pour ceux qui ne respectent pas ce que Dieu a dit. Aucun enfant de Dieu digne de ce nom ne peut se retrouver en dessous de la loi, parce qu'il porte en lui le fruit de l'esprit qui permet qu'il comprenne qu'il y a un minimum de respect dans la société, qu'il y a un minimum de règles définies dans la Bible qui empêchent qu'un individu ait des dérives. Si on revient à la loi, moi je pense que la loi a un seul rôle, de connaître qu'il y a des gens qui font des enseignements dignes de ce que Christ a prévu, qui sont situés à tel endroit. Mais maintenant, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont renversé la tendance. Ils sont devenus idolâtres. Ils ont mis des choses en avant et ont relégué celui qui est supposé être le maître de toutes choses, Dieu, au second rang. C'est pour ça aujourd'hui que lui étant le maître du temps, étant la vérité, crée cette confusion. Vous allez constater, ce n'est pas une cabale contre les églises de réveil. C'est une réglementation pour que les hommes comprennent qu'au lieu d'adorer la créature, qu'ils adorent le Créateur. Parce que beaucoup d'hommes sont devenus idolâtres. La réalité, elle est là. On ne peut pas se cacher. Elle est là. Si les gens suivaient seulement Christ et qu'on ne s'attachait pas aux églises, parce qu'en fait, moi-même, je représente une église. Dès que j'ai le Saint-Esprit, on appellera ça maison de prière. Des gens ont choisi maintenant, délibérément. Vous allez voir. Hier, on parlait des catholiques, on disait, oh oui, chez eux, c'est l'homosexualité, c'est ceci. Mais Dieu a utilisé le gouvernement pour essayer de démontrer que ceux qui croient être vraiment de Christ et qui ne le sont pas, sont dans l'illégalité, parce que ce qu'on leur reproche est vrai. Je vais vous donner un exemple simple. La parole de Dieu dit que Dieu vous accepte à l'état où vous vous présentez à lui. Voilà un homme qui vit avec une femme. Dès qu'il vient vers le Seigneur, on lui dit, un prophète lui dit, ce n'est pas ta femme. Dieu lui a donné l'autorisation de le dire. Dieu permet qu'il puisse changer, qu'il donne un bon exemple à sa femme et qu'elle suive la voie qui est prévue. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus idolâtres. Ils ont mis Dieu à l'écart. Ils font de la fémania. Ils n'enseignent pas aux gens ce que Dieu demande et ça crée la confusion. Alors, ça s'entremêle partout. Raymond Gabriel, c'est que vous êtes en train de dire que l'anarchie qu'on observe aujourd'hui, avec cette prolifération des églises dites de réveil, on ne saurait lui opposer la permissivité de la loi. La réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne pourrait pas justifier cette anarchie par cette large tolérance administrative. On ne pourrait pas. La vérité, elle est là. C'est que les gens se sont détournés du vrai chemin de Dieu, ont commencé à poser des actes qui permettent qu'ils soient sous la loi. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. Si vous êtes vraiment avec Dieu, vous avez l'habitation du Saint-Esprit, vous pouvez sortir de chez vous sans carte d'identité, le Saint-Esprit vous rappelle que vous devez prendre. C'est clair. Mais maintenant, des individus ont choisi de ne pas suivre la véritable voie de Dieu et la loi est obligée d'être derrière eux. Alors cela veut dire que Pépé et Bénézer auraient attendu avoir toutes les autorisations nécessaires pour commencer à fonctionner. La réalité, c'est que si le commissaire Pépé, qui est un parent à moi, suit Dieu et en fait des enseignements dignes afin que les hommes puissent être comme le Seigneur le demande, il peut fonctionner. Le gouvernement ne viendra jamais parce que Dieu aura sa main posée sur lui et on va vers des gens qui ne suivent pas véritablement. Non, Pas du tout. Non,
C'est pour cela que nous avons fonctionné. Parce que nous pensons que nous ne nous sommes jamais... Il y a beaucoup d'églises. Je crois que la réaction de monsieur a tendance à globaliser la chose. Il ne faut pas globaliser ces choses. Il faut faire une étude systématique qui permette de faire une décantation entre celles des églises qui sont accrochées à la doctrine biblique. Parce que ce dont il parle, c'est le respect de la doctrine biblique. Il n'y a aucune église dite qui a Christ comme la tête et le Saint-Esprit comme conducteur qui peut ne pas respecter les lois de la République. Il n'y en a pas. Si elle met Jésus de côté, elle met le Saint-Esprit de côté pour d'autres aspirations, à ce moment, oui. Mais à Douala, on rencontre beaucoup d'églises qui sont dans l'orthodoxie de la chrétienté, qui respectent la loi, qui prêchent la loi divine, qui prêchent l'évangile sans compromission. Alors moi, je voudrais dire que le véritable problème, ce qui a créé les différentes infiltrations, c'est justement ce fait qu'on attend longtemps. Dès qu'on attend longtemps, tout le monde peut rentrer parce qu'il n'y a rien. Et puis d'autre part, lorsque cette loi a été rédigée, il n'y a pas d'interface entre les pouvoirs publics qui autorisent et les églises qui veulent être créées. Ces églises, s'il y avait cette interface, il y aurait certainement, n'est-ce pas, un travail préalable de sélection, d'études, d'analyse qui amènerait les gens n'est-ce pas, à fonctionner comme il se doit. Or, ceci n'existant pas, l'État n'ayant pas de moyens de contrôle lorsque les églises s'installent, et les gens venant de n'importe où, le Cameroun est le pays qui aime beaucoup les étrangers. Notre église, l'église à Douala par exemple, allez voir le nombre d'étrangers qui sont portés à la tête. Alors, les doctrines qu'on trouve que ces gens apportent, sont-elles des doctrines véritables selon la parole de Dieu? On ne peut pas le savoir. Donc moi je voudrais... permettez-moi une seconde. Oui, allons-y pour jeter. Je voudrais dire que il faudrait absolument permettre que l'Église ait très rapidement son autorisation lorsque tout est dit, tout est réalisé, que c'est une Église qui peut marcher. 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut attendre. On peut attendre la signature. 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'on vérifie. Mais lorsque vous introduisez et qu'il faut passer 11 ans sans réaction, entre-temps, vous avez l'appel de Dieu qui brûle en vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire comme lorsque l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Pierre avait dit, jugez vous-même. De qui doit-on obéir? Alors, Kaminele, 47 associations religieuses autorisées au Cameroun entre 1990 et 2009. Cela suppose que depuis 2009, aucune autorisation n'a été servie. C'est la large tolérance administrative. Mais est-ce qu'en parcourant les journaux cette semaine, on peut se rendre effectivement compte de ce qui aurait amené les pouvoirs publics à s'engager dans cette campagne, dans cette croisade ou encore dans cette cabale selon les cas? Pourquoi a-t-on décidé de commencer à fermer ces églises? Parce qu'elles évoluent à marge de la réglementation en vigueur ou alors parce qu'elles piétinent l'ordre public? Parce qu'il y a des plaintes qui se sont élevées de part et d'autre. Quand vous parlez de 47 églises qui sont autorisées à fonctionner, si on fait le tour de la ville de Douala et la commission des commissaires, Pépé va le constater, il existe plus de 1000 églises. Bon, alors, comment donc expliquer qu'il n'y en a que 47 qui existent sur le plan, qui sont autorisées oui, et qu'il y en ait plus de 1000? Ça, c'est une question très très importante qui doit être posée. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'autorité administrative qui décide aujourd'hui de jeter un coup d'œil et peut-être de tenter de faire le ménage à l'intérieur de ces églises doit aller beaucoup plus loin que la recherche de la régularité sur le plan administratif. Il faudrait faire, le commissaire Pépé tout à l'heure a parlé d'enquête systématique, il faudrait faire même une enquête systémique
enquête systémique pour comprendre ce qui se passe dans telle église. Et puis quand moi, j'entends le commissaire Pépé et monsieur Seke parler, je vois des pasteurs qui sont en train de parler de Christ, mais seulement, je voudrais leur rappeler qu'il n'y a pas que des églises chrétiennes qui sont concernées, il y a aussi des musulmans, parce qu'il y a aussi des musulmans qui jouissent aussi de cette liberté de culte. Et dans les musulmans, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a il y a plein d'autres... Les salafistes et autres, qui aussi, à l'intérieur desquels il faudra aussi faire le ménage. Il n'y a pas que seulement dans les religions christiques, il y a aussi dans les autres religions. Et moi, je pense que l'enquête systémique qui doit être faite à l'intérieur doit avoir un regard particulièrement acéré sur les pratiques et sur la pratique de l'évangile à l'intérieur de ces églises. Vous savez, il y a des gens qui vont dans certaines de ces églises parce qu'on leur dit que ce pasteur guérit les gens. Il y a une mystification extraordinaire. Vous voyez quelqu'un qui vient avec une chaise roulante et le pasteur qui dit au nom de Jésus qui lève-toi, le type se lève et tout le monde crie. Et le lendemain, il y a 150 éclopés qui viennent de la ville tout simplement parce qu'ils recherchent la guérison. C'est pour ça que je veux dire qu'à l'intérieur de ces églises, il y a toutes sortes de pratiques et ces pratiques-là doivent faire l'objet justement d'une surveillance de l'autorité administrative qui doit faire systématiquement le tour pour savoir comment ça se passe là-dedans et si vraiment ce n'est que pour la parole de Dieu. Et ce Dieu, ce n'est pas seulement Christ, il y a aussi Allah de l'autre côté. Alors, est-ce que l'église de réveil dérange, André Luther Mika? Certaines églises dérangent, pas toutes les églises. Je parle ici en tant que chercheur parce que je vais dire que je connais des pasteurs. À côté de cette grande maison de télévision, il y a une église du plein évangile. J'ai fréquenté ce monsieur, il s'appelle le révérend pasteur Maroc. Il n'a pas fait l'inversion des priorités. Il n'a pas mis le miracle avant la connaissance de Dieu. Il y a un problème, c'est l'inversion des priorités. Les gens mettent en avant le miracle. Et même le miracle a un problème. Parce que lorsqu'on entre dans la spiritualité et qu'on essaie de chercher, la prière ne commande pas un miracle. La prière est une communication glorifiante, de grâce qu'on soumet à Dieu, qu'il réponde au moment opportun. Donc, certaines églises sont soupçonnées de faire ce qu'on appelle le charme, c'est-à-dire une incantation pour commander un miracle immédiat. Et c'est ça qui fait problème. C'est que aujourd'hui, les Camerounais qui ont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de célibat, sont à la recherche de ce qu'ils appellent là-bas l'onction, où on peut escamoter, où on peut suspendre les efforts pour pouvoir leur donner la prospérité. Et ces pasteurs qui ont compris ça, parce qu'en communication, il y a la théorie de l'exposition sélective, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin, on vous donne cette communication, vous êtes capté par cette communication-là et ils y vont. Donc il y a un problème aujourd'hui où certains pasteurs, pas tous, qui font ce qu'on appelle le marchandage, le marché du divin, proposent des produits de guérison, de mariage, de prospérité, de travail, avec des méthodes de marketing particulièrement offensives. Avec des méthodes de marketing particulièrement offensives. Ils émettent sur des ondes. Ils ont ce qu'on appelle le télévangélisme, c'est-à-dire la prédication à travers la télé. Ils occupent également les affiches, les affichettes. Et vous allez voir que ce positionnement, ce n'est pas un positionnement divin où on prêche la parole, on enseigne la Bible. C'est un positionnement de miracle. Un positionnement, n'est-ce pas, de pouvoir vous montrer, vous pouvez passer de la pauvreté à la richesse sans connaître Dieu. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont autant de dérives que vous êtes en train de mentionner qui ont commandé cette régulation, cet engagement des pouvoirs publics? Il y a des dérives d'abord simples, c'est la division. C'est-à-dire que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez atteint la sanctification, vous ne devez plus entrer dans le bourbier satanique qui est la famille. Et tout le monde est diabolisé. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai même des victimes proches de moi dans ma famille. Il y a donc cette dramatisation, cette luciférisation du quotidien. Et il y a aussi des problèmes d'arnaque. Dans l'église, vous avez le vent, vous avez le vœu, vous avez la sémence, vous avez la dîme. Tout cela étrangle le fidèle. Et enfin, il y a, n'est-ce pas, cet esprit où le pasteur s'immisce, entre dans la vie de la famille, dans la vie de l'adepte et se substitue au père et à la mère. Vraiment, c'est que... Je suis très content de savoir que ce type de dérive soit marqué. Mais il faudrait reconnaître une chose, c'est que la parole de Dieu est le commencement et la fin de la vie d'un homme. Lorsque vous rencontrez un homme qui vous parle, qui veut s'aimer la division dans votre famille, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu est claire là-dedans.
celui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle, ça veut dire qu'il a renié la foi. Qu'est-ce qui se passe? La réalité, elle est là. Les torts sont partagés. Le gouvernement ne peut pas rentrer là-dedans pour découvrir quelque chose. Parce que ça vient de Dieu, reconnaissons-le. Quand vous recevez l'onction de Dieu, personne ne peut voir. Et la parole de Dieu, ça échappe à la connaissance humaine, puisqu'on va plus loin en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils feront telle chose, ils feront telle chose. Mais dans ces actions, Jésus est venu, il l'a fait par la parole. Vous voyez des gens qui vous vendent aujourd'hui des parfums, des poudres. Ne les suivez pas, parce qu'ils ne parlent pas de Dieu. Ils vont vous conduire vers la dérive. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que le gouvernement devrait s'arranger à connaître qui peut servir véritablement Dieu en approchant les vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils existent. C'est pour cela qu'on prend beaucoup de temps avant de délivrer ce temps-là, tant que vous... C'est un terrain assez délicat. Fénélon, il y a quelque chose de très vrai. C'est trop long. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Oui. Il use de patience afin que plusieurs tendent vers la repentance. Si vous voulez prendre du temps, vous commencez à multiplier les impies. Il y a des hommes sur cette terre qui prêchent le vrai Dieu et qui sont là, qui peuvent vous démontrer. Je vous dis, je suis sur ce plateau. Je peux vous dire que le sous-préfet, tout comme le commissaire Pépé, peuvent avoir une approche. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Si vous cherchez ceux qui prient véritablement Dieu et qui peuvent vous dire de la part du Seigneur comment on doit faire, parce que même les autorités, c'est Dieu qui les définit. Mais maintenant, quand elles gouvernent et qu'elles ne suivent plus ce que Dieu a demandé, il y a un problème. Le temps de Dieu a sonné pour réglementer un certain nombre de choses. Ça ne dépend même pas du gouvernement. Le gouvernement est là comme ça, parce qu'ils ont été choisis pour gouverner. Il est utilisé, c'est un instrument. Il est utilisé, c'est un instrument. Voilà. Mais nous autres, nous avons la capacité. Fénélon, si vous permettez que je chute rapidement. Il y a des gens comme moi, et comme plusieurs autres, qui prêchent ce vrai Dieu, qui ont la capacité d'aider le gouvernement pour démontrer que ça existe. Non, ce n'est pas le marketing. Ebenezer Pépé. Donc cela veut dire que le pouvoir public serait resté tranquille en brandissant cette large tolérance administrative si des plaintes n'étaient pas montées pour dénoncer le contenu réel de ces églises. Donc cela veut dire qu'on peut rester dans la clandestinité aussi longtemps qu'on ne dérange pas. Nous serions aujourd'hui tranquilles s'il n'y avait pas les dérives. Et lors de la réunion de M. le préfet, il en a cité quelques-unes qui sont plausibles, que l'on retrouve. Ce que dit M. Seke, on a aujourd'hui des ministères, je globalise, qui vendent de l'eau, qui vendent des mouchoirs, qui vendent de l'huile. Moi, j'ai toujours dit à tous qui m'approchent, qui m'abordent, que ça, ce n'est pas dans la Bible. Tant que quelque chose ne se retrouve pas ici, vous ne verrez pas vous ne verrez pas ça de ma bouche. Et je ne serai d'accord avec vous que lorsque vous me parlez de quelque chose qui sort de la parole de Dieu, et pas quelque chose qui sort soit de votre intelligence ou de vos coutumes et traditions. Il y a des hommes de Dieu ici qui, nous les appelons des hommes de Dieu. Il y a des églises ici, nous les appelons églises, mais qui en fait sont des sectes mystiques, ésotériques, pernicieuses, qui se sont revêtues du manteau de Christ. Vous lirez l'église de Jésus-Christ. Mais quand vous allez dedans, la doctrine biblique n'y est pas enseignée. Et il va de soi que lorsque la doctrine biblique n'est pas enseignée, vous aurez des gens qui vont vous dire séparez-le, alors que Dieu prescrit l'ordre, la hiérarchie des choses. C'est Dieu d'abord, la famille ensuite, l'église vient enfin. Donc l'église vient avant la famille. Il n'y a rien qui doit détourner quelqu'un de sa famille. Qui doit détourner un chrétien tout chrétien qui dit « je vais d'abord servir mon église, mais je laisse ma famille mourir », il n'est pas enseigné. Quand on écoute parler de pasteurs aussi enflammés, non, ben, je ne sais pas, c'est vous qui les avez consacrés pasteurs. En tout cas, deux hommes de Dieu, deux hommes d'église. Vraiment parler, vraiment, on sent qu'ils sont habités de la flamme. Mais moi, je pense que le problème du Saint-Esprit. Appelez ça comme vous voulez. Le problème qui se pose aujourd'hui pour moi, je pense que c'est un problème de régulation. C'est un problème de discipline. C'est un problème de recentrage de cette liberté de culte qui fait que chacun a le droit d'adorer le Dieu qu'il veut.
mais seulement il faut que ce soit fait dans l'ordre. Et au Cameroun aujourd'hui, et d'ailleurs à travers le monde, il y a une sorte de business de la foi qui existe, qui fait que la foi est devenue un business. Vous avez entendu, on parle d'huile, on parle d'eau, on parle de tout ça. C'est un business dans lequel s'engouffrent toutes sortes d'individus. Et quand vous ajoutez aux églises chrétiennes ou christiques, vous allez trouver dans toutes sortes de syncrétismes. Il y a des mélanges entre les églises chrétiennes avec les églises d'Orient et tout. C'est autant de dangers qui sont dans la société camerounaise et qui interpellent les autorités, l'autorité administrative à aller au fond, pas seulement pour voir si l'église est en règle, mais pour voir ce qui se passe dans ces églises. Et ce qui se passe dans ces églises, c'est ce qui a commencé à être dénoncé, et peut-être pire. Mais le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que quand on regarde comment certains de ces pasteurs roulent carrosse, construisent des maisons et des châteaux, ont de véritables... Peut-être qu'on devrait même commencer à imposer ces associations religieuses parce qu'elles brassent énormément d'argent. Et quand on parle du dîme, c'est il y a une église, je donne une église comme ça, qui existe à Naïdo, où les gens se mettent en rang à partir du feu rouge jusqu'à pratiquement aux 3 boutiques, où les gens se mettent en rang pour entrer et pouvoir donner 1000 ou 2000 francs au pasteur chaque dimanche. Alors moi je pense qu'il faut absolument que l'autorité administrative puisse entrer à l'intérieur de chacune de ces églises et de manière systématique, aussi bien les anciennes que les nouvelles, parce qu'elles naissent tous les jours ces églises-là, elles existent tous les jours ces églises-là, mais il y a aussi un autre problème qui pour moi est encore plus important. Il faut que les Camerounais, dans leur ensemble, se cultivent davantage. Ils se cultivent et sachent qu'est-ce que la religion, quel est le sens de la religion, quelle est la substance de la religion et quelle est l'histoire des religions. Parce que la religion est une histoire. Tout à fait. Le monothéisme est une histoire. Et moi, je pense que c'est parce que les gens sont incultes dans ce domaine. Ils ne sont pas suffisamment enseignés. Ils sont incultes dans ce domaine. C'est pour ça qu'ils tombent dans le piège de toutes sortes de chapelles. Voilà. Je suppose que c'est une piste de solution comme nous allons en prendre quelques-unes avant de refermer le débat sur cette première escale. Vraiment, c'est que... Ce que moi j'aimerais dire, c'est que le christianisme, lorsqu'il est vrai, on obtient un esprit qui n'est plus un esprit de servitude. C'est écrit dans la parole de Dieu et c'est clair. Vous ne pouvez plus être esclave lorsque vous êtes en Christ. Tout ce que vous voyez choisir l'esclavage, on choisit déjà de ne pas ouvrir leur cœur à Christ. C'est très évident et c'est très clair. Vous ne pouvez pas admettre que des gens se mettent en rang, qui pleuvent sur eux, parce qu'ils ont choisi d'aller... Je vais vous dire, ces gens-là... Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette carence? Fénelon, une chose est sûre, c'est que vous allez voir de ceux-là qui se disent chrétiens, quand on ferme leur maison de prière, ils pleurent. Parce qu'ils croient en un homme, ils ne croient pas en Dieu. Or, l'église, c'est l'homme, vous pouvez prier chez vous. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les pouvoirs publics ont besoin des véritables hommes de Dieu, comme à l'époque où il y avait des prophètes qui pouvaient donner des orientations, qui pouvaient prédire un certain nombre de choses. Mais comme ça n'a pas été le cas, aujourd'hui on vit une situation où Dieu lui-même choisit de réguler en utilisant les gens, quelles que soient les méthodes qui sont... Donc que tout le monde se mette à la lecture de la parole de Dieu, qu'il découvre qu'à ce niveau, on est capable de me tromper, à tel niveau, ce n'est pas de Dieu. Merci vraiment, c'est que d'avoir accepté ce plateau. André Luther Meka. Non, je voudrais dire qu'il y aura un problème de discipline, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas prier toute la nuit lorsque les gens dorment. Donc effectivement, là, il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, de la discipline, et vous ne pouvez pas prier tous les jours. Partout où je passe, je recommande au gouvernement camerounais l'Observatoire national des sectes. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste a des problèmes sociaux, des problèmes de doctrine, mais il y a des organisations spirituelles qui sont assez dangereuses. C'est pour ça que je recommande l'Observatoire national des sectes qui va publier un rapport chaque année des déviants, de ceux qui ont une fausse doctrine et des pasteurs mécréants. Et cela va permettre à un certain niveau de contrôler la société et de contrôler non seulement la doctrine, mais ceux qui sont pour faire cette doctrine-là. Parce que je vous dis, j'ai un rapport de 2007 sur les sectes en France, près de 50% de ces sectes sont déjà installés au Cameroun. Oui, ce que vient de dire M. Meka est d'une très grande pertinence. J'ai dit tout à l'heure qu'il manque une interface entre les pouvoirs publics et les églises. C'est justement dans ce sens que j'allais. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que je voudrais remercier les autorités
notamment M. le préfet du Vouri. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas de lui. Il dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui établit toute autorité. Et c'est Dieu qui a mis dans son cœur, selon la Bible, de convoquer, c'est Dieu qui a mis dans son cœur de convoquer la réunion qu'il a tenue. Ça a fait l'objet de nos prières pendant très longtemps. Malheureusement, il y a un temps, Dieu est dispensationel. Il y a un temps pour chaque chose. Et il a voulu que ce soit maintenant. Ce que je voudrais proposer pour chuter, c'est que la loi de 90, au moment où on la prenait, elle était une très bonne loi. Elle était une très bonne loi. L'urgence l'imposait. Monsieur le Président de la République voulait assouplir les mœurs, voulait accorder le maximum de liberté. Bon, maintenant qu'on se rend compte qu'à la place d'une liberté qu'on veut donner, il y a plutôt du libertinage qui s'installe. Je crois qu'il faut un toilettage de cette loi. Il faut revisiter cette loi et peut-être au moment où les législateurs qui vont être chargés de la rédiger le feront, qu'ils prennent la tâche des experts, des hommes de Dieu qui, tous les jours, côtoient cette affaire-là. Ils aideraient à mettre en place une loi qui n'est pas aussi... et j'allais dire, pourquoi jusque chez le chef de l'État? C'est des problèmes qui peuvent se régler à l'échelon régional, avec une commission autour de monsieur le gouverneur, une commission solide, qui étudierait à fond, avant de proposer peut-être la signature, le document à la signature. Merci Ebenezer Pépé. Merci. Camille, pour terminer. Pour terminer, je pense que le problème des religions, le problème des églises éveillées est un problème social crucial aujourd'hui. Et il est tellement crucial qu'il urge que l'autorité administrative aille très très au fond dans non seulement l'ordre à l'intérieur de ces églises, mais surtout aille très très au fond sur les pratiques et sur ceux qui les dirigent dans ce pays. Merci Djikoumé Mbondio, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci également Ariel Nitedem. Vous êtes un expert des finances publiques. Avec vous, nous allons aborder la suite des deux questions qui font débat sur le plateau droit de réponse cette semaine. La prochaine escale, c'est donc la Chambre des comptes qui a publié son rapport 2011, un rapport qui met en cause la gestion comptable de la SOPECAM, notamment de la CSPH également. Mais on a remarqué cette semaine que la SOPECAM a retenu le plus l'attention des journaux. Est-ce que cela est compréhensible? Oui, merci de m'avoir sur ce plateau. C'est toujours avec un plaisir que je viens à Equinox pour intervenir dans ce débat. Je dois dire ceci, quand on regarde comment le rapport de la Chambre des comptes a été rendu public, on se demande si c'est ce qui devait se passer. Parce qu'en réalité, quand ce pays est devenu indépendant, on avait une Cour fédérale des comptes qui était donc chargée de juger les comptes publics et ceux des sociétés parapubliques et autres sociétés à qui l'État donne de l'argent, les sociétés subventionnées. Aujourd'hui, on a fait une reculade. Depuis 1967, on a fermé, on a supprimé la Cour des comptes et la révision constitutionnelle de 1996 a plutôt créé une Chambre des comptes qui a été mise en place en 2003. Aujourd'hui, on se rend compte que cette Chambre des comptes ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle juridictionnel au Cameroun en matière de finances publiques. Et c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit dans ce pays en matière d'atteinte à la fortune publique. Et vous pensez bien à la corruption, au détournement des deniers publics. Donc la Chambre des comptes, quand elle rend son rapport, en fait, le rapport est adressé, c'est des conseils, c'est des observations. La Chambre des comptes ne peut pas faire des poursuites. Et ce qu'on devrait s'attendre, c'est que le Conseil de discipline budgétaire et financière prenne le relais. Et là encore, ce n'est pas encore cela, parce que c'est encore un organe de l'exécutif. Mais est-ce que la faute est à la Chambre des comptes dans ce cas? La faute n'est pas à la Chambre des comptes, ses missions sont très bonnes, mais le fonctionnement est vicié. Et c'est une chambre qui n'a pas l'indépendance et qui n'a pas, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette chambre ne peut pas engager des poursuites. Aujourd'hui, nous parlons de 2 ministres qui ont été indexés par cette chambre. Si c'était la Cour des comptes, ces ministres seraient en train de répondre devant une Cour des comptes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Et le rapport, il est là tant que le Conseil suprême ne décide pas de convoquer une session du Conseil de discipline budgétaire et financière, rien ne sera fait. Et quand bien même ce Conseil est convoqué et rend sa décision, comme on a vu, il faudra encore attendre que le chef d'État veuille bien prendre une décision. Vous voyez qu'une fois de plus, le contrôle juridictionnel n'a pas droit de citer au Cameroun. Dikoumé Mbonjo, le quotidien Le Messager a indiqué cette semaine, le quotidien Le Messager, l'un des rares journaux à traiter de cette question qui n'a pas suffisamment ou alors abondamment été abordée par des journaux locaux. Ce journal, le quotidien Le Messager a indiqué que la Chambre des comptes est à l'étroit du fait de l'usage qu'on fait des différentes recommandations qu'elle émet. Est-ce que cela peut être justifié? Est-ce que cela est vraisemblable? Est-ce que vous avez le sentiment que la Chambre des comptes est à l'étroit? Je ne suis pas d'accord avec cette position du Messager. Mais permettez-moi, avant d'arriver à votre question, de revenir sur ce que monsieur vient de dire. Nous avons des yeux extrêmement biaisé lorsque nous lisons notre histoire. Les finances publiques de 1960 jusqu'à il y a 3 ans étaient régies de manière globale par le régime que nous avons connu, c'est-à-dire l'autorité du président de la République et la confidentialité surtout. La Cour des comptes dont il a parlé n'avait aucun droit de regard sur ce qu'on appelle le hors budget. Et ça représentait des sommes colossales. L'avancée qui est réalisée par rapport à la Chambre des comptes, c'est aujourd'hui de faire en sorte que tous les comptes de l'État soient jugés par la Chambre des comptes. Je considère que c'est une avancée formidable. Est-ce que cela suffit pour dire que ce que la Chambre des comptes fait est déjà la panacée? Non. Mais, reconnaissons-le, ce qu'elle fait aujourd'hui est une avancée remarquable. Ensuite, une fois que son rapport est sorti, nous avons une justice qui a le droit de s'approprier de n'importe quelle information qui est dans le public pour mener son activité. Si nos magistrats démissionnent par rapport à cela, ce n'est pas de la faute de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes a une mission précise. Elle le fait, je dis, dans sa mission même, elle le fait encore très mal. Parce que, avant de juger les comptes, elle a des prérogatives de s'assurer que le processus de production des comptes est bon. Or, actuellement, le processus de production des comptes de l'État et de ses entreprises publiques est mauvais. Et la Chambre ne se penche pas encore suffisamment dessus. Oui, je dois faire une précision parce que je ne peux pas laisser dire sur ce plateau que le Cameroun a été régi par un certain régime pour lequel tout était secret. Je dois dire ceci pour restituer l'histoire de notre pays. Quand le Cameroun devient indépendant, il se dote de l'ordonnance de 62. Le tout premier régime financier de l'État du Cameroun a été pris par ordonnance en 62. Et cette ordonnance a régi les finances publiques camerounaises jusqu'en 2007, où un nouveau régime financier a été adopté. Et ce régime financier a eu une période de 5 ans, période transitoire de 5 ans, et est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Et c'est la date de l'abrogation du tout premier régime financier de l'État. Et je dis bien, la Cour des comptes, ça s'appelait la Cour fédérale des comptes, a existé au Cameroun jusqu'en 69. C'est une information constante et pertinente. Elle a été supprimée. Et je dis bien, la révision constitutionnelle de 93... Au profit de la Chambre des comptes. À ce moment, quand on a supprimé, on a remis ces prérogatives à l'inspection générale de l'État en 69.
Donc, c'est jusqu'en 1996 que la révision constitutionnelle du 10 janvier 1996 crée la Cour des comptes, qui est mise en place par un décret en 2003. Donc, créer la Chambre des comptes. Oui, la Chambre des comptes. Ça, c'est ce que la révision constitutionnelle de 1996 fait. Et elle est mise en place en 2003. Et je dis bien ceci, elle n'appuie pas les comptes. Et justement, la Cour fédérale, le compte le faisait. Elle ne fait pas de poursuites. La Cour n'a pas compétence pour faire des poursuites. La Chambre. La Chambre n'a pas compétence pour faire des poursuites. Ce que la Cour faisait, ce que la Cour aurait pu faire. En réalité, ce qu'on a besoin au Cameroun, c'est une Cour des comptes avec un code de juridiction financière pour qu'il y ait effectivement un contrôle juridictionnel sur les finances publiques au Cameroun avec des chambres, avec des cours régionales. L'allure de cette actualité telle qu'elle a été traitée par la presse cette semaine, Kamine, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que cela ne pose pas un problème qu'un rapport de 2011 soit publié 2 ans plus tard et qui épingle la gestion comptable des exercices 2004 et 2005? Est-ce que vous avez le sentiment que la presse a suffisamment abordé cette question, peut-être avec une mise en perspective évidente? Bien évidemment, la presse n'a pas suffisamment pénétré sur cet aspect des choses. Elle s'est contentée d'épingler la SOPECAM et les ministres en fonction. Elle s'est limitée au spectaculaire. Au spectaculaire d'abord. Il y a le messager, certes, qui a fait une petite analyse sur cette chambre des comptes qui serait à l'étroit. Et entendre ces deux éminents spécialistes des chiffres et des comptes, j'ai la nette impression que cette chambre des comptes court dans le sac, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle opère, elle ne peut rien faire. Elle court dans un sac qui est fermé. Parce que quand on dit que cette chambre de compte peut épingler quelqu'un, mais elle n'a pas le pouvoir de poursuivre cette personne, on comprend effectivement, on est en droit de se poser des questions sur la réelle utilité et la réelle efficacité de cette chambre de compte, qui ne peut que constater qu'en 2004 et en 2005, on a donné indûment 12 millions au président du conseil d'administration et qu'on ne le remarque que combien d'années? Plusieurs années plus tard. 7 ou 8 ans plus tard. Alors pendant ce temps, moi j'ai lu dans des journaux, de temps en temps, oui, la direction de la SOPECAM épinglée, la direction de la SOPECAM épinglée, le Conseil supérieur d'État a été à la SOPECAM, a constaté cela. Mais aujourd'hui, on nous donne l'impression de découvrir subitement que, oui, en 2004-2005, il y a des sommes qui ont été indûment données. Maintenant qu'on aille maintenant au-delà de 2005, on verra que peut-être la facture va s'avérer plus lourde. Donc, à mon sens, la presse n'est pas allée suffisamment loin dans le traitement de cette information et dans le sens de faire comprendre au Camerounais le rôle de la Chambre des comptes et son efficacité. André Luther Bika. Non, moi j'ai eu envie de rigoler parce que je me suis dit, est-ce que la Chambre des comptes ne règle pas ses comptes? Parce qu'on ne peut pas mettre des accusations des ministres, revenir peut-être 8 ans en arrière, en 2004-2005. Et j'ai même lu qu'il y a eu un problème de carburant de 500 000 francs qui est imputé, je ne sais pas, au ministère de la Communication. Mais lorsque vous travaillez dans les administrations et tout un ministère, 500 000 francs, c'est dérisoire pour les carburants. Donc, vraiment, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais je dis que c'est quand même une avancée. C'est une avancée qu'il y ait un rapport des comptes qui essaie d'indexer un certain nombre de ministres. Et M. Mbonjo a dit qu'on n'a pas besoin peut-être de la Cour des comptes dès lors qu'on a déjà inculpé des gens et que la justice se saisisse du dossier. Ça, c'est important de le savoir aussi. Ouais, disons qu'il faut un arsenal institutionnel pour permettre aux magistrats de travailler. Il faut un cadre institutionnel bien tracé par la loi. Et pour revenir à ce que vous venez de dire, est-ce que la Chambre des comptes ne règle pas ses comptes? Non, pas du tout. La Chambre des comptes, si on s'en tient simplement à cette décision-là, elle applique une loi, le décret une réglementation sur le contrôle des ordonnateurs et des gestionnaires de crédit. Il y a un décret qui a été signé en 1974, qui a été modifié. Mais pourquoi revenir? C'est bien écrit. Non, je dis il y a un problème. C'est écrit bien clairement dans ce décret qu'est-ce qui constitue une faute de gestion. Et justement, si le conseil d'administration vous attribue des droits qui sont indus, qui ne sont pas prévus, n'est-ce pas, dans le règlement intérieur, qui ne sont pas encadrés par la loi, à ce moment, on vous impute cela. Et parce qu'en réalité, les 500 000 francs de carburant
et qui était alloué au ministre n'était pas encadré par la loi, était illégal, était irrégulier, parce que le ministre n'était pas membre du conseil d'administration. Pour les membres du conseil d'administration, ça ne pose pas problème. C'est juste parce que ce ministre n'était pas membre du conseil d'administration. Alors, on se demande pourquoi, en 2005, c'est vrai qu'il faut dire que ça, c'est une... c'est de je ne veux pas aller jusqu'à parler de l'incompétence, mais c'est des germes d'efficacité qui sont inhérents à l'administration publique. Et ce n'est pas le fait, ce n'est pas spécifique au Cameroun. Parce que l'administration publique, généralement, n'a pas de ressources suffisantes. C'est pour ça qu'on les retrouve en train de travailler sur une période très, très reculée. Et d'ailleurs, la Chambre des comptes qui rend son... Justement, ils n'ont pas... Ça doit être un problème de capacité, ça doit être un problème de... Vous savez, tout à l'heure, on parlait des églises. Une église qui dépose son autorisation, demande d'autorisation, elle attend 11 ans. Le chef d'État l'a décrit à un moment donné, il pas de l'inertie. Et c'est cette inertie qui caractérise cette administration. Il faut faire quelque chose. Et il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place. On espère que ces réformes vont amener des changements. Parce qu'il y a cette inertie qui caractérise cette administration. Elle est très lourde. Ce n'est pas un hasard si ce rapport-ci de la Chambre des comptes épingle les comptabilités de 2004. On a dans les lois qui régissent les comptes une prérogative, une disposition qui dit que les comptes sont susceptibles d'être révisés dans 10 ans. Donc, que la Chambre des comptes se soucie des derniers comptes qui vont être hors course l'année prochaine est quelque chose de pertinent. Et les gens ne doivent pas se dire j'ai géré parce qu'on ne s'est pas occupé de moi pendant 6 ans, après c'est trop tard. Ils doivent rendre les comptes. Absolument. Même dans un délai de 10 ans. Absolument. Si on ne l'a pas fait, on doit le faire. Il faudrait peut-être... La première observation que je voulais faire. La deuxième, c'est que la Chambre des comptes, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je suis passé vite, a des prérogatives de suivre la manière dont le processus de production et de certification de l'information financière de l'État et de ses démembrements et de ses entreprises se fait. De ce côté-là, la Chambre de comptes n'a pas fait du bon travail. Mais elle n'est pas encore dans les comptes actuels et à venir. Concrètement, cela veut dire que la Chambre de comptes devrait s'assurer de la manière dont on nomme les commissaires aux comptes des entreprises publiques. Or, plein de personnes occupent des postes de commissaires aux comptes des entreprises publiques aujourd'hui sans que leur nomination respecte la loi qui veut que ce soit des membres de l'ONECA. Quelques entreprises qui doivent avoir des commissaires aux comptes, non même pas de commissaires aux comptes du tout, ne tiennent pas leur conseil d'administration ni leurs assemblées pour approuver cette compte. Mais est-ce qu'on ne revient pas... Cela est dit dans le rapport. Est-ce qu'on ne revient pas à cette préoccupation du quotidien Le Messager qui a estimé que la Chambre des comptes est à l'étroit? C'est-à-dire que cette chambre, cette institution n'est pas suivie dans les différentes recommandations qu'elle fait. On peut d'ailleurs noter que dans les dernières pages du rapport 2011, les recommandations qui sont faites sont dans les 2/3 du réchauffé des recommandations qui ont été antérieurement faites. On peut revenir sur cette fameuse recommandation de la prestation de serment qui devrait être faite au comptable en fonction, qui n'est toujours pas observée. C'est une recommandation de la Chambre des comptes. Finalement, est-ce que c'est bon que des recommandations qui sont émises ne soient pas suivies? Il y a différents niveaux de recommandations. Que le conseil d'administration ou l'assemblée générale termine ses travaux en disant au directeur général notre commissaire aux comptes n'a pas été bien désigné, il faut recommencer sa procédure. C'est un type de recommandation, mais d'un niveau bas, parce que ça concerne les gens qui s'occupent de cette entreprise-là. Un peu plus haut, le conseil peut faire des recommandations. Ici, les recommandations de la Chambre
sont plus importantes en ce sens que elles interpellent aussi bien le gouvernement qui a la responsabilité de la gestion quotidienne de ces entreprises-là et le chef de l'État pour lui dire ça ne sert à rien d'attendre que les gens soient en bout de course pour aller les faire arrêter. Voici comment les problèmes sont posés. Il faut commencer par régler telle et telle chose pour s'assurer qu'on va avoir des comptes plus fiables demain et qu'on encadrera mieux les fonds publics. Oui, je disais qu'en fait, comme le messager l'a si bien dit, la Chambre des comptes est à l'étroit. Et ça, il n'y a pas que la Chambre des comptes, il y a cette pléthore d'institutions de contrôle des finances publiques qui sont toutes, n'est-ce pas, dans la même assiette que la Chambre des comptes, à savoir l'ANIF, qui dépend du ministère des Finances et qui, parce que c'est justement le ministère des Finances qui est la tutelle, ne peut pas bien fonctionner. Il y a la CONA qu'on connaît, dont le rapport est adressé au chef de l'État. Il y a la Chambre des comptes qui fait les recommandations adressées au chef de l'État. Vous vous rendez compte qu'en réalité, toutes ces institutions sont internes à l'exécutif et ne peuvent donc pas être opérantes. Elles sont inopérantes et tout ce qu'elles font, elles constituent tout simplement à donner un peu plus de pouvoir au chef de l'État qui en a déjà assez de par notre Constitution. En fait, toute cette pléthore d'institutions de contrôle internes à l'exécutif, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles renforcent l'omnipotence du président de la République dans notre système. Il faudrait que ces contrôles soient confiés à la justice. Je vais dire, par exemple, pourquoi la Chambre des comptes présente ses comptes en retard et puis ça ne fait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas un cadre institutionnel, un cadre juridique qui est tracé. Par exemple, depuis le nouveau régime financier de l'État qui est entré en vigueur, ils ont renforcé le pouvoir de contrôle du Parlement en disant ceci. Je veux dire, le nouveau régime financier a renforcé le pouvoir en disant, en ayant une disposition qui dit clairement que la loi de règlement doit être déposée avant l'examen et l'adoption de la loi de l'année en cours, de la loi des finances de l'année en cours. Vous voyez, ça impose au gouvernement, n'est-ce pas, de respecter les délais. Alors, ça va les imposer à travailler un peu. Est-ce que c'est fait? Ça a commencé, ils ont déjà réduit le délai d'un an. Ils ont réduit d'un an. Il y a des chances que l'année prochaine, ils vont respecter. Parce que c'est le nouveau régime financier entré en vigueur cette année. Donc, on ne peut pas encore évaluer. Alors, donc, il y a ce cadre qui est tracé. On espère au moins que... d'expérience, est-ce qu'il est possible que les différentes personnalités qui sont épinglées ici, qui auraient perçu indûment des sommes plus ou moins importantes d'argent, soient inquiétées par la justice camerounaise? Ils devraient être inquiétés, ils devraient rembourser ces sommes. Et la justice et les dispositions légales existent pour... en fait, on attend que le Conseil de discipline budgétaire et financière se réunisse et les convoque et leur demande, enfin, d'abord qu'ils engagent, qu'ils aillent vérifier, parce qu'il ne suffit pas. Bon, c'est vrai que le rapport de la Chambre est clair là-dessus. Donc, en fait, la suite, c'est le Conseil de discipline budgétaire et financière qui doit interpeller ces messieurs et veiller à ce que ces sommes soient restituées dans les fonds publics. Oui, moi, comment j'entends parler M. Dikomboundo et M. Le docteur Ariel Nitedem. Le docteur Niem. Nitedem, pardon. Je constate tout simplement que toutes ces structures de contrôle s'entrechoquent, mais restent inutiles et en réalité inutilisables. Parce que quand le messager a parlé de la Chambre de comptes qui serait à l'étroit, la Chambre des comptes a une marge de manœuvre tellement limitée qu'elle ne peut pas mettre le nez dans les comptes de la présidence de la République. Elle ne peut pas mettre le nez dans les comptes de la présidence de la République. Je suis désolé, je ne sais pas si la Chambre des comptes a le pouvoir aujourd'hui de mettre son nez dans la gestion de la présidence de la République et de rendre un rapport. Laissez-moi en douter. Et maintenant, quand on regarde aujourd'hui le fait que... Puisqu'elle transmet son rapport au président de la République, voilà, entre autres. Et en transmettant ce rapport ne peut jamais sortir ou être rendu public. Donc moi, je dis que cette Chambre de compte n'a aucune marge opérationnelle. Et quand on regarde aujourd'hui, quand on parle du problème des ministres épinglés il y a 8 ans, bon, osons supposer que l'un de ces ministres meurt. Qui va payer ? Alors que les comptes n'ont été rendus publics que 8 ans plus tard. Moi, je pense qu'avec le nombre de chômeurs diplômés qu'il y a dans ce pays,
l'administration gagnerait à mettre sur pied des structures qui permettent un suivi beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis de la gestion des fonds publics. Parce que s'il faut attendre 8 ans pour faire les comptes d'une société, moi je pense qu'il y a du laxisme là-dedans et une volonté délibérée justement de laisser le champ libre à la corruption. Non, ce que je peux dire, c'est que c'est un problème politique. Parce qu'effectivement, vous constatez que les exécutifs au centre de tout. Et le problème, c'est les lois. Je crois qu'il est important qu'il soit mis sur pied une loi pour rendre ces organes indépendants qui puissent porter plainte directement aux inculpés. Parce que vous allez constater que vous demandez la Cour des comptes qui doit être sur la tutelle du ministère de la Justice. Le ministre Laurent Esso, c'est un magistrat, mais c'est un politique. Et vous savez très bien que quand on parle de politique, il y a un comité central où tout se retrouve. Donc, je crois que s'il faudrait que cela soit opérationnel, il faudrait que ces organes, parce qu'il y a la CONAC, il y a le CONSUP, il y a la NIF, il y a même des sociétés civiles qui font des rapports. C'est lettre morte parce qu'effectivement, c'est le politique qui a la décision. Si ces organes sont indépendants et qu'il y a une loi qui leur permet de les poursuivre au ministère public, je crois que ça pourrait être efficace. Alors, j'ai dit, le fait d'avoir plusieurs organes qui s'occupent de la manière dont les fonds publics sont gérés, chacun dans sa portion, n'est pas en soi une mauvaise chose. Donc je ne suis pas d'accord avec Nelly quand il dit que leur mission s'entrechoque. Non, elle ne s'entrechoque pas. Chacune d'elles a une mission spécifique. Elle donne l'information par rapport à un angle donné de la gestion. La Chambre juge les comptes dans leur globalité. Donc, la décision qu'elle prend ou les recommandations qu'elle donne a une valeur beaucoup plus forte que les autres. Dans un délai de 10 ans. Quels que soient les délais. J'ai dit, là maintenant, on est dans un processus de faire en sorte que les gestionnaires qui ont géré il y a 10 ans ne soient pas exemptés, tout simplement parce qu'ils ont géré ça fait depuis longtemps. Mais ça rattrapera les autres. Dikoumé Mondio, mais est-ce que l'érection de la Chambre des comptes en cours des comptes ne pourrait pas donner à l'institution des coups de franche pour faire face aux indélicats? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en œuvre les directives de la SEMA qui parlent de l'internalisation? Il faut sortir de la pensée directoriale où une institution, quelle qu'elle soit, est chargée de la constitution des éléments de preuve et des poursuites. Ça me semble quelque chose d'extrêmement mauvais. On le voit, bon, ça c'est pour l'État, mais aujourd'hui, quand un commissaire au compte fait des observations au niveau du tribunal pour dire qu'il y a des malversations dans telle entreprise, souvent, le tribunal ne réagit pas. Mais il faut amener les magistrats à jouer pleinement leur rôle. Rien dans le cadre institutionnel aujourd'hui, rien ne les empêche de se saisir de ce document-là et de poursuivre les gens. Alors, donc, visiblement, il y aurait un risque que la même institution réunisse les preuves et ait l'opportunité de poursuivre. Donc, la Cour des comptes, telle qu'on l'envisage, est un risque. Non, pas du tout. La Cour des comptes, on ne réinvente pas là-haut. Au Cameroun, elle existe ailleurs. Elle existe en France. Elle existe dans d'autres pays. Elle ne poursuit pas. Et je peux vous dire, pour évacuer votre inquiétude. En France, peut-être qu'elle ne poursuit pas. Elle ne poursuit pas. Elle n'est pas juge de l'opportunité des poursuites. Attendez, on va y arriver. Je voudrais intervenir par rapport à la préoccupation de mon voisin de droite qui disait si on met une cour qui dépend du ministère de la Justice, c'est politique, ça ne va pas fonctionner. Non. En fait, on prend la disposition. Par exemple, le président de la Cour des comptes doit être inamovible. Par exemple, ça lui donne une certaine indépendance. Donc, on prend les dispositions, au moment où on met en place l'institution, on met des conditions pour qu'elle soit indépendante. Les magistrats doivent être inamovibles et indépendants. Il y a des modèles qui existent. Il y a les modèles français, les modèles américains qui existent, qu'on peut prendre et adapter à notre contexte.
Mais en tout état de cause, il faudrait mettre en place une Cour des comptes qui a son indépendance et veiller à ce qu'on ait un code. Mais ça va faire beaucoup de cours. Financière. Absolument. Ça va faire beaucoup de cours. Mais vous voyez, le problème est celui-ci. Le budget, c'est le cœur. Les finances publiques, c'est le cœur du pays, c'est le cœur d'un pays. C'est le nerf de la guerre. Mais est-ce qu'on ne peut pas noter une réelle volonté politique de faire bouger plutôt les lignes? Parce qu'il y a des institutions de justice qui sont classiques. Il y a le contrôle supérieur de l'État avec le Conseil de discipline financière et budgétaire qui pourrait se saisir des cas comme ça, mais qui ne bouge pas. Est-ce que ce n'est pas de ce côté qu'il faut mettre un peu plus d'accent? Non, mais je dis ceci. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. On a fait bouger les lignes, on bougeait, ça c'est vrai. Mais on pourrait aller mieux, on pourrait faire mieux. Et je dis, aujourd'hui, dans ce pays, il y a un moment donné où les débats économiques avaient pignon sur rue dans ce pays. Aujourd'hui, ils sont relégués au second plan. Ce qu'on voit sur les plateaux, c'est des débats sur le plan politique. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire mieux? Alors, ce qui nous empêche de faire mieux, c'est justement parce que ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir. C'est parce que c'est noyauté par l'exécutif. C'est ça justement, c'est ça. C'est ce que nous sommes en Et train de je dire. dis, C'est pour ça qu'il faudrait. c'est pour ça qu'il faudrait que ces organes soient indépendants et l'opportunité de poursuivre eux-mêmes ceux qui sont exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et je dois ajouter qu'il faut que le peuple soit associé. Le manque de courage de la justice ne peut pas être imputé. Ce n'est pas un manque de courage. La justice est inférieur à l'exécutif. Tout à fait. C'est ce que je dis, c'est un problème politique. Le président inférieur peut-être dans l'usage, mais il y a une liberté claire et nette entre les qui est président du Conseil national de la magistrature au Cameroun? Les pouvoirs, mais seulement, il y a une interconnectivité qui est telle que les uns sont sous les autres. Voilà. Qui est le président du Conseil national de la magistrature au Cameroun? Ça nous avance à quoi? C'est le président de la République. C'est ça qui montre bien que la justice est inféodée, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif. Vous me rejoignez. Tout à fait. Les organes sont indépendants. Donc tous ces organes courent dans le sac. Politique d'autonomiser les institutions. Je propose la dernière escale de cette émission, c'est sur la question syrienne. Nous allons y aller avec un peu plus d'accélération. On a noté une chute et puis certains journaux, surtout occidentaux, l'ont relevé cette semaine, une chute de l'enthousiasme des Européens quant à l'intervention militaire annoncée avec ces derniers jours ou alors ces dernières heures, la détermination des États-Unis d'Amérique. On a suivi le président des États-Unis d'Amérique hier, Barack Obama, qui affirmait une fois de plus cette détermination. Camille Nelly, il y a une sorte de recul qu'on observe au niveau de la presse locale. Le sujet n'est pratiquement pas traité. Est-ce qu'on doit considérer que la Syrie et l'Afrique, ou alors le Cameroun, la distance, elle est réelle? Cette indifférence de la presse me sidère. Et me sidère parce que la situation en Syrie est une situation extrêmement préoccupante. Extrêmement préoccupante. Mais que la presse camerounaise n'y accorde que le minimum syndical, moi ça me sidère. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Syrie depuis 2 ans, où il y a eu une force populaire qui va contre Bachar el-Assad, et cette force n'arrive pas à le déboulonner. Et autour de cette force, et dans une guerre dont le décompte des morts ne fait que grandir chaque jour. Mais quand on estime aujourd'hui que c'est la Chine et l'URSS qui empêche que l'Occident intervienne dans ce conflit. Aujourd'hui, quand on entend Barack Obama, non, plutôt, avant que cette intervention ne puisse avoir lieu, l'Occident a compris que, en fait, les gens qui voulaient enlever Bachar, c'était des islamistes. Ils ont vu ce qui s'est passé en Égypte, ils ont vu ce qui s'est passé en Libye, ils se sont dit que tant qu'à faire, s'il faut remplacer Bachar par des islamistes, il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, ils sont en train de nous sortir une histoire à dormir debout avec ces histoires de bombes chimiques, comment on appelle ça? L'attaque à l'arme chimique. Attaque à l'arme chimique. Attaque à l'arme chimique, ça nous rappelle un peu l'Irak. Ça nous rappelle une histoire où on cherche un prétexte. Et quand on entend Barack Obama dire qu'il ne veut pas savoir qui a attaqué avec ces armes chimiques, mais il va bombarder. Bombarder qui? Et bombarder où? Parce que quand on dit qu'il y aura des frappes... Et bombarder pourquoi? Et bombarder pourquoi? Il y aura des frappes. Moi, je pense que Barack Obama est en train de subir la pression du lobby des armes aux États-Unis. On le connaît. Le lobby des armes qui aime bien que... c'est les guerres qui le font tourner. La France, quand je vois M. Hollande qui va aussi se transformer en chef militaire, qui dit que la France va y aller, moi, ça m'inquiète et ça me sidère. Et surtout, c'est le silence de la presse qui me sidère. Voilà.
Le silence de la presse locale, mais beaucoup d'engagement de la presse occidentale. Est-ce que tout n'est pas fait dans les journaux étrangers pour préparer l'opinion internationale à accepter une intervention militaire occidentale en Syrie? Mais tout est fait. Moi, je crois qu'il y a un problème de proximité. Vous savez, les journaux fonctionnent avec la proximité. Se déporter en Syrie, c'est un peu plus loin. Moi, le principe du mort kilométrique. Oui, je crois que c'est un peu plus sérieux parce que, vous savez, ce sont les conséquences du printemps arabe. Tous ceux qui ont suivi les mouvances du printemps arabe se trouvent dans des problèmes. L'Égypte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis sont, comme il disait, dans cette pression de lobby-là, cette pression d'hégémonie, et sont obligés, n'est-ce pas, d'intervenir. Mais je crois qu'il y a une polémique aux États-Unis aujourd'hui, et ça fait déjà trop de guerre. Est-ce que le Congrès va donner l'assentiment, l'accord à Barack Obama de pouvoir bombarder? Est-ce que cette attaque même, puisque les conclusions même des échantillons qui ont été pris par les experts de l'ONU ne sont pas encore disponibles, est-ce que l'ONU va accepter sur ce prétexte-là qu'il puisse bombarder? Je crois que ça... Alors, mais est-ce que dans son propos hier, Barack Obama n'est pas en train de dire à l'opinion internationale qu'il n'a pas besoin d'attendre même l'enquête des inspecteurs de l'ONU pour intervenir? Parce qu'il a dit... il a dit que nous sommes prêts à frapper dans le temps que nous choisirons. Bien évidemment. Cela veut dire qu'il peut se passer du Congrès, il pourrait se passer du Congrès, même s'il envisage, n'est-ce pas, porter cette initiative devant les membres du Congrès, il pourrait également se passer de l'ONU. Ce serait une jurisprudence, parce que même George Walker Bush a eu l'assentiment du Congrès, et moi je crois qu'il ne veut pas perdre la face, puisqu'il a dit que tous ceux qui utilisent l'arme chimique sont inscrits sur la ligne rouge. Peut-être qu'il va y aller seul, mais ça aura aussi un impact pour les États-Unis. Oui, disons qu'en fait, Barack Obama peut se passer de l'ONU, mais pas du Congrès américain. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, il n'y aura probablement pas, comme il a dit, les troupes au sol. Et il y aura probablement des frappes à partir des missiles, des bateaux qui sont placés dans les mers. Alors en réalité, ici, Obama il est face à sa responsabilité en tant que président de cette nation qui se veut le leader du monde. Et quand vous voyez, n'est-ce pas, l'agitation en face, le rôle de la Chine et de la Russie, vous voyez qu'il y a deux combats. Pour la Chine, c'est le combat sur le plan économique. Pour la Russie, c'est le combat sur le plan stratégique. Depuis que le bloc de l'Est est tombé, on a comme un monde unipolaire. Et il y a d'autres acteurs qui sont nés justement dans le Proche-Orient. Ces acteurs qui n'ont pas d'État, ces acteurs non étatiques qu'on a vus sous l'angle du terrorisme. Ces acteurs qui sont là, n'est-ce pas, pour mettre en doute, pour challenger, si on peut dire ça comme ça, le leadership des États-Unis dans le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si on a vu l'hésitation des États-Unis à intervenir en Syrie, justement, c'est parce qu'ils étaient en train de penser à la leçon de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, ce qu'on appelle le printemps arabe. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils doivent absolument frapper pour marquer le coup, pour marquer leur leadership dans le monde, leur puissance. Frapper quoi? Alors, maintenant, frapper quoi? Certainement, ils vont certainement frapper des installations militaires. Pourquoi est-ce que vous dites que Barack Obama ne peut pas se passer du Congrès alors que hier, dans son propos, il dit j'ai le pouvoir d'entreprendre sans l'autorisation du Congrès? Est-ce que tout simplement, il n'essaye pas, en promettant de soumettre cette initiative au Congrès, de gagner un peu du temps pour gagner davantage de légitimité du peuple américain qui est pratiquement opposé à une quelconque intervention? En fait, ce qu'il a besoin, c'est beaucoup plus de support de l'extérieur pour avoir cette légitimité à l'intérieur. Et ce qui fait problème aussi, c'est la défection de l'Angleterre, si je peux appeler ça comme ça. Si l'Angleterre était avec les Américains, là, ça lui aurait donné de quoi avoir cette légitimité à l'intérieur. Il serait allé à l'Assemblée, au Congrès américain en disant nous ne sommes pas seuls, nous avons les Anglais déjà, ensuite la France, et ainsi de suite. Or, le fait que les Anglais n'ont pas eu l'accord pour aller et a posé un problème, c'est ça qui a freiné l'ardeur d'Obama. On a la chance que c'est une démocratie, si c'était un républicain, il aurait déjà frappé. Je ne suis pas sûr de cette conclusion. Mais je dis quand même que leadership dans le monde, ça signifie aussi responsabilité. Et si le président américain
prend sur lui, pour une histoire d'amour propre des États-Unis ou de son propre amour propre, de faire que les Nations Unies soient rien, il prend un grand risque. Et ce risque est d'autant plus grand qu'en face de lui, même s'ils ne sont pas coalisés comme du temps de Khrouchtchev, la Russie et la Chine sont dans le coup. Et ce n'est pas évident que, en faisant le fou comme il est en train de faire, il aura le meilleur. Ce qui ne manque pas de m'inquiéter, c'est l'incohérence même du discours d'Obama. Obama, je l'ai entendu dire ce matin que les États-Unis peuvent aller en guerre là où leurs valeurs et leurs intérêts et leur sécurité sont menacés. La sécurité des États-Unis est menacée où? En Syrie. Parce qu'on peut se poser cette question. Et quand il dit que lui, il va bombarder là où leurs intérêts sont menacés, ils ont 15 intérêts en Syrie. En réalité, il y a le problème d'Israël. Mais les États-Unis et tout le monde, tous les experts en géostratégie savent très bien que si aujourd'hui la guerre en Syrie est déclenchée par les États-Unis, ça va déstabiliser toute la région, et le Liban, et Israël. Et quand Bachar el-Assad donne comme menace qu'il va réagir avec une brutalité qui va surprendre le monde entier, il va certainement bombarder Israël. Alors, les États-Unis savent très bien que dans cette région-là, Israël est en insécurité. Alors, si maintenant l'Iran, qui est aussi du côté de la Syrie, entre aussi dans le conflit, mais c'est toute la région qui va s'enflammer. Faut-il craindre pour l'avenir, donc? Absolument. Tout à fait, parce qu'il faut dire ceci, il faut dire que tant qu'il y a une guerre quelque part dans cette région du monde, c'est un théâtre de recrutement des terroristes. Absolument. Les Américains ont à cœur... Ils inventent des armes. Oui, ils inventent des armes. Ils ont à cœur de stopper le recrutement des terroristes avant que... Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis Al-Qaïda avec Osama Ben Laden, le terrorisme est devenu cet acteur non étatique qui est là pour mettre en doute ou pour mettre en péril le leadership américain. Tout à fait. Et c'est ce qu'on voit. Pour aller dans votre sens, pour terminer, en Libye, quand Kadhafi est mort, le camp qui est sorti renforcé, c'est les terroristes. Ils ont récupéré les armes. C'est la même chose qui va se retrouver si Obama la Syrie. On les avait au Mali. Ils vont récupérer les armes. Même en Égypte, on parle même des terroristes. Je vous remercie pour cette lecture, chers amis invités. Merci d'avoir accepté ce plateau, madame, monsieur. Le temps qui nous était imparti est arrivé à expiration. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.